Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour cette première conférence donc du forum, santé QVT, 2021. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, en cours. Hésitez pas à me dire, avant qu'on commence, dans le chat si vous nous entendez bien, si, voilà, si vous nous voyez bien. Comme ça, je suis sûre que tout fonctionne, bien et je pourrai être sereine pour le reste de la conférence. Donc pour m'introduire brièvement, je m'appelle Cynthia. Je travaille donc chez Goalmap, qui a pour ambition de prendre soin de la santé des salariés des entreprises, sous forme de programmes de prévention, santé, sécurité, et bien-être. Et donc, j'ai organisé ce forum, dans l'objectif de livrer des perspectives sur le bien-être, et la santé au travail. Alors, je vois que tout le monde m'entend bien. Oui, Super, ça a l'air. merci Delphine, merci Elise, super. Merci à tous. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est la résilience, enfin les thèmes des conférences, puisqu'il y en a plusieurs dans la journée, c'est la résilience en entreprise. Alors pourquoi déjà, la résilience, il faut savoir que c'est la capacité à surmonter des épreuves, à rebondir en période d'adversité. En fait, c'est un travail d'adaptation qu'on fait en partie de manière inconsciente et passive et en partie de manière active. Et en fait, on s'est rendu compte que la résilience organisationnelle, elle est cruciale aujourd'hui pour traverser des crises dans les entreprises, que ce soit en interne, mais aussi pour traverser des crises de grande ampleur, comme celle qu'on a connue en 2020, la crise sanitaire de 2020 qu'on ne présente plus maintenant. Et donc, j'ai décidé de réunir des experts de la qualité de vie au travail qui connaissent bien donc, le sujet de la résilience en entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera de prendre un petit temps à la fin pour y répondre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. On n'a pas encore commencé, il n'y a pas de problème. Je suis juste sur l'introduction. Et autre petite info, restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, Morgane nous fera une petite démonstration d'exercice de respiration qui, je pense, sera très intéressant pour vous. Voilà, donc on va démarrer. Alors Morgane, pour commencer, j'aimerais qu'on se penche sur ta discipline, qui est la plongée en apnée. Mhm. Et puis après, on passera au lien entre cette discipline et la résilience, notamment donc la résilience en entreprise plus particulièrement. Voilà, donc Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer? Oui, alors merci pour cette invitation, hein, Cynthia. Merci. Moi, je suis originaire de Touraine, donc très éloigné de la mer, malgré tout, si j'habite à Marseille aujourd'hui, mais mon enfance, je l'ai passée là-bas, avec des sports plutôt classiques, hein, je dirais de la natation, du basket. Et lorsque j'ai fait des études universitaires, j'ai commencé à découvrir l'apnée que je pratiquais déjà un petit peu, lorsque j'étais enfant, lorsque je voyageais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Donc ça m'a pas mal, donc et d'être en contact avec la mer et ça m'a pas mal du coup, je pense, marqué et il y a eu toute une fascination, voilà, pour cet élément, pour les sensations qui étaient, vécues lorsque je faisais cette discipline, non pas sportive, mais surtout de découverte et de plaisir, l'été. Et l'apnée sportive telle que je la pratique aujourd'hui est venue, voilà, quand j'étais étudiant à la faculté des sports de Poitiers. Ça m'a tellement plu que j'en ai fait un sujet d'étude, en fait, et je m'orientais vers, une carrière scientifique sur la physiologie de l'exercice et l'apnée est devenue un sujet d'étude pour moi. J'étais un de mes propres cobayes et j'ai déménagé à Marseille, là où je vis aujourd'hui, pour continuer ces études et pratiquer notamment, cette activité en milieu naturel et plus simplement en piscine. Et je suis resté à Marseille, j'ai développé aussi, divers projets et je suis devenu aujourd'hui athlète de haut niveau dans cette discipline-là, à force d'entraînement, de résilience aussi, parce que tout n'est pas parfait, et voilà. D'accord, donc en fait, tu as toujours été attirée par la discipline, ça vient vraiment de ton enfance finalement. Ça vient de mon enfance, oui, et je dirais que cette professionnalisation que j'ai pu faire aujourd'hui, elle s'est faite de manière très progressive. Pendant un certain temps, moi, j'ai été professeur de PS dans le milieu spécialisé, auprès d'enfants et d'adolescents qui avaient des troubles du comportement et des troubles psychiatriques mais je menais, on va dire, de front, ma carrière sportive puisque,
Si je commence l'apnée en 1999, en 2005, j'ai ma première sélection en équipe de France. Et je suis déjà, voilà, à cette époque-là, salarié dans des associations qui m'embauchaient à Marseille. Et donc, je menais, voilà, ce double projet. Je n'ai pu vraiment devenir que sportif professionnel après un certain nombre de résultats. Et aujourd'hui, je suis véritablement, en fait, un chef d'entreprise, puisque je gère mon image, j'ai des sponsors, je fais des interventions en entreprise, je suis instructeur d'apnée international. J'ai des partenaires qui me suivent, des sponsors qui me suivent financièrement. Donc, c'est un autre projet. Je ne suis plus professeur de PS, mais bien chef d'entreprise aujourd'hui. D'accord. Et donc, tu nous parlais de ta discipline en apnée. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais moi avant, je ne savais pas avant de me plonger un peu dans le sujet. Il existe plusieurs disciplines en fait au sein de l'apnée. Est-ce que tu peux nous expliquer la tienne et nous expliquer un peu ses particularités? Oui. Alors, plusieurs disciplines, on va dire 2 points élémentaires. En apnée, on retient sa respiration et on s'immerge, dans un milieu liquide, de l'eau, soit en piscine, soit en mer, pour effectuer, plusieurs, disciplines sportives avec des particularités précises. Il y a 3 notions importantes, c'est que l'on peut mesurer en apnée, c'est le temps, combien de temps on va rester sous l'eau, la distance que l'on peut parcourir à l'horizontale et la profondeur. Et en fonction de ces 3 variables-là, temps, distance, profondeur, on a des disciplines variées. Donc le temps, c'est l'apnée statique, retenir sa respiration le plus longtemps possible. Tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie, sur son lit, dans sa baignoire, dans une Mmh. piscine avec des amis ou de manière, voilà, plus encadrée, au sein d'un club. Voilà, tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. La distance, c'est parcourir la plus grande distance possible en étant immergé, et sous l'eau, même chose. Beaucoup de gens ont déjà essayé de faire ça quand ils font leur séance de natation, à la piscine. On pratique ça avec ou sans palme, du coup. Quand on est avec palme, on peut mettre une monopalme, on peut mettre des bipalmes. Donc, du coup, on a des distances différentes parce que l'effort n'est pas le même. Et on a 3 véritables je dirais, disciplines dans cette, variable qui est la distance. Et après, la profondeur, ça se passe en mer, bien évidemment, parce que les piscines ne sont pas assez profondes, même quand on a des fosses. Faut savoir qu'on dépasse quand même les 100 mètres de profondeur aujourd'hui en apnée. Et même chose, on descend le long d'un câble, un câble guide qui matérialise la verticalité. Et pour des raisons de sécurité, on annonce sa performance à l'avance. Donc, si on décide de faire 80 mètres, ce câble sera réglé à 80 mètres et on ne pourra pas aller au-delà. On pourra tourner avant pour diverses raisons, bien sûr, mais on ne pourra pas aller à 81 mètres, par exemple. On sera vraiment limité par la profondeur annoncée. Et même chose selon la propulsion qu'on utilise, avec palme, sans palme, en se tractant ou non à ce câble, eh ben, on a différentes disciplines. La mienne, c'est le poids constant sans palme, c'est-à-dire que je n'ai aucun équipement. Je descends en nageant la brasse, donc avec mes bras et mes jambes, à la profondeur que je détermine à l'avance, et je remonte de la même manière. Donc c'est un effort très physique. En général, on va un petit peu moins profond parce que l'effort physique est beaucoup plus important que quand on a une monopalme ou Mmh. une paire de palmes au pied. Et j'ai été du coup plusieurs fois champion du monde dans cette discipline-là. Mais je Ouais. pratique l'ensemble des disciplines de l'apnée. Tu as été 3 fois du monde de plongée en apnée, Oui, si je 3 ne fois dis pas de champion du monde, bêtises. ouais, Ouais. tout à fait. Il y a quelque chose donc que je trouve très intéressant, dans l'apnée. Alors certes, le mental, joue un rôle déterminant dans tous les sports évidemment, mais c'est peut-être encore plus le cas, en apnée puisque finalement, l'apnée, c'est une pratique contre nature, hein. On se prive de respirer. Ouais. Dans l'eau, la dimension physique, elle est limitée. Est-ce que tu peux nous parler de cette importance particulière du mental dans ton sport en particulier? Alors, comme tu le disais, s'arrêter de respirer, c'est contre nature, Mmh. complètement. On a besoin d'oxygène pour vivre, tous, et même nous, qui sommes peut-être, un peu plus proches des mammifères marins, mais quand même très Mmh. éloignés, on a besoin de cet oxygène. S'arrêter de respirer, c'est, prendre le contrôle volontaire, d'un processus, en fait, autonome, neurovégétatif autonome. C'est la respiration qui fonctionne tout seul. On respire sans y penser. Cette respiration s'adapte Mmh. à ce que l'on fait. Donc là, on respire plutôt calmement parce que on est en train de simplement de faire un petit effort intellectuel. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je respire un peu plus fort parce que je suis en train de parler. Donc, j'ai besoin du coup de parler et de prendre en même temps ma respiration. Mais ça fonctionne tout seul et ça s'adapte quand on court, quand on dort, quand on mange, quand on fait plein d'activités. Et nous, en fait, on prend le contrôle de ce processus autonome jusqu'à ce que celui-ci reprenne le contrôle de notre volonté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a très, très envie de respirer parce qu'on s'est arrêté de respirer et ben, on ne peut plus tenir, je dirais, face à la sollicitation que nous donne le cerveau notamment, et on est obligé de reprendre sa respiration. Et le processus autonome reprend le contrôle
par-dessus notre volonté. Donc on a ce jeu qui est quand même un petit peu particulier. Comme tu le disais, respirer, c'est essentiel à la vie parce qu'on a besoin d'oxygène. Et à l'inverse d'autres éléments dans le corps humain, eh ben, on ne le produit pas et on ne le stocke pas. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut s'arrêter de manger pendant plusieurs jours, ou de boire pendant Mmh. plusieurs jours, mais on peut s'arrêter de respirer simplement pendant quelques minutes, et si on est bien préparé, pas Mmh. plus. Donc c'est quand même aussi quelque chose, voilà, de bien essentiel à comprendre. Et on pourrait dire aussi que la respiration, c'est un peu un acte de confiance, parce qu'à chaque inspiration, nous, en fait, on est persuadé qu'il y a l'oxygène à disposition, qui est Mmh. disponible en permanence. Et au final, la respiration, en fait, elle se vit au présent, et on ne pense pas à respirer, on n'a pas peur de ce qui va se passer le lendemain, ou on a besoin de mettre de côté, par exemple, quand on fait des économies, des choses comme ça, on respire dans l'instant présent. Et je pourrais vous parler de plein de choses encore par rapport à la respiration comme ça. Mais si on passe aussi du côté de la mer, comme tu le dis, très longtemps, en fait, la mer, elle est restée dans le domaine de la peur chez l'être humain. Quand on fait référence à la mer, on fait référence à des naufrages, à des tempêtes, Mmh. à des déluges, à de l'engloutissement, à des errances sans fin, à de la disparition, à de la dévoration, des monstres réels, des monstres imaginaires. Donc, en fait, on a des très nombreux thèmes littéraires, iconographiques qui accompagnent l'humanité depuis des siècles et des siècles, en fait. Et ça pèse quand même sur l'inconscient. Mmh. Même Mmh. si C'est moi je vrai. suis habitué à aller en mer, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils vont en mer, bah, dès qu'ils n'ont plus pied, bah, ils reviennent où ils sont, ne vont pas se mettre en mer à nager comme ça au milieu, au large, sans savoir ce qu'il y a en dessous, surtout si c'est très profond. Ont toujours un petit peu peur dès qu'une algue va leur toucher les pieds. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Donc on est quand même dans un milieu, voilà, qu'on peut qualifier d'hostile pour la majorité d'entre nous. Et donc en fait, pratiquer l'apnée, c'est un moment aussi faire face à cet inconscient. Mmh. Repousser ses limites, c'est aussi accepter les risques encourus par rapport à ça, par rapport à l'arrêt de la respiration et par rapport à l'immersion dans les profondeurs. Et au final, on touche quand même à des choses très, très intimes, à des peurs très archaïques. Et sous l'eau aussi, on est seul avec soi-même. On peut pas se cacher ou se Mmh. mentir, sinon la sanction est immédiate. Donc, on a quand même sur cette activité, hormis l'aspect performance, des points clés mentaux qui sont très particuliers et très forts. Donc là, en fait, bah, pour résumer, il y a résister à l'envie naturelle de respirer, il faut dépasser aussi, ses peurs. On va, Oui, en apnée, toi notamment, bah, tu vas te retrouver, des mètres et des mètres, dans un endroit qui est pas naturel, hein, la surface de l'eau, voilà. pour Mmh. l'homme, ouais. Tu dois avoir aussi une concentration extrême. En fait, là, le parallèle avec la résilience, bah, il Oui. est tout trouvé. Mmh. Hem Est-ce que tu penses qu'il faut être, particulièrement résilient donc, pour pouvoir, bah, pratiquer, ton sport? Alors moi je dirais que, il y a un mot-clé qui est important pour moi, c'est l'humilité, qui est un élément essentiel en fait dans ma carrière. Humilité face à la mer, humilité face à ses adversaires, humilité face aux enjeux sportifs, face à ses capacités, humilité, être prêt aussi dans son choix de vie, parce que moi j'ai fait, celui de vivre à un moment donné de ma passion, et ça a été un moteur dans ma discipline. Alors bien sûr, cette humilité, elle ne met pas à l'abri d'échecs ou de barrières, et à ce moment-là, j'ai pu aussi développer des capacités de résilience grâce à l'analyse de la situation, à la prise de recul, aussi, à la compréhension de ce que l'on vit et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et je dirais que, bah, l'apnée a influencé ma vie parce qu'elle était essentielle à mon équilibre, psychologique, et que j'ai orienté en fait ma vie autour de cette pratique sportive, parce que j'ai besoin au final pour mon équilibre de m'immerger en mer, pas forcément pour battre des records, hein, mais parce que le bien-être, la sérénité, l'apaisement, que l'émerveillement aussi, et les interactions qu'on peut avoir avec ce milieu sont essentiels à mon équilibre, et ça me nourrit quotidiennement. Donc je suis pas dans l'eau tous les jours, mais je pense en fait à la mer, je dirais, tous les jours. Je crée des projets en lien avec l'apnée, avec l'eau, qu'ils soient dans la transmission, dans l'expérience vécue, ou encore la performance, bien sûr. Mais alors oui, je pense que pour moi, avec mon chemin de vie, l'apnée me rend plus résilient, au quotidien, et je sais qu'elle m'a aussi beaucoup accompagné dans la vie d'avant, parce que quand j'étais professeur dans le PS, dans le milieu spécialisé, c'était un milieu très difficile, c'était avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, des troubles psychiatriques, avec des situations familiales très compliquées, et un milieu difficile où il faut se remettre en fait en question en permanence pour Mmh. accompagner ses enfants, parce qu'ils vous poussent dans vos retranchements. Donc oui,
grâce à cette activité aussi, peut-être que j'étais déjà résilient avant, mais je sais que ça a renforcé en tout cas ce potentiel. Donc l'apnée et cette profession en particulier t'ont permis de développer en fait ta Mmh. résilience au quotidien. Complètement. En fait, vous les sportifs, vous avez beaucoup à nous apprendre hein, Mmh. sur ça, sur la résilience, puisque vous devez surmonter l'adversité, qu'il s'agisse de la fatigue, de l'entraînement, des difficultés de compétition, du Mmh. retour après une blessure ou une défaite. En fait, la pression, elle fait partie intégrante de votre métier. Il faut les gérer par vous-même. Là, j'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi tes secrets pour avoir un mental d'acier, en fait? Où est-ce que tu puises ta force mentale? Alors, donc déjà, je collabore avec un coach mental qui s'appelle Frédéric Linker et on a beaucoup travaillé sur les processus de la motivation, en fait. Et je me suis moi-même formé à un de ces outils, qu'on appelle la méthode APTER et j'ai acquis une certification officielle au 1er trimestre, 2021 de cette année justement, suite à cette formation. Et cette méthode, en fait, c'est, l'état d'esprit dans lequel on est, donc notre disposition mentale, notre humeur, les émotions que l'on vit, conditionne le regard que l'on porte sur la situation qui se présente à nous. Et au final, ça va déterminer aussi la motivation qui nous anime face à cette situation et entraîner un certain type de comportement. Et du coup, on sait qu'on a accès, malgré tout, à plusieurs états d'esprit possibles. Face aux situations, on peut en choisir plusieurs. Et il faut savoir, est-ce que celui dans lequel on est-ce qu'il est adapté à la situation qui se présente à nous? Est-ce que notre comportement, du coup, est adapté? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il est utile face à la situation que l'on vit? Et est-ce que l'on sait, du coup, utiliser aussi toutes nos ressources, tous les états d'esprit qui sont possibles? Et donc le bon état d'esprit à un moment pour être le plus adapté à la situation qui se présente à nous. C'est un peu ce que propose cette méthode qui m'a, pas mal aidé dans la deuxième partie de ma carrière, je dirais. Et pour moi, en fait, la capacité de résilience, elle est liée aux capacités réelles de lecture et d'analyse des situations qu'on vit, en fait. Et avec cet outil, l'outil APTER, la méthode APTER, face à une situation négative, si on arrive à changer notre état d'esprit, notre regard, pardon, sur la situation que l'on vit, on peut adapter notre comportement et tenter de mieux vivre la situation. Ou si elle est vraiment négative, au moins, le moins désagréablement possible, en tout cas. Alors avec cette méthode, on ne peut pas non plus résoudre tout dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et on doit aussi pouvoir endurer. C'est pas tout rose. Mais, à titre de comparaison, alors peut-être que c'est certes sur des paramètres qui peuvent être éloignés un peu du monde de l'entreprise, mais, qui constituent ma réalité. Moi, je ne peux pas changer la mer dans laquelle je plonge. Par contre, je peux changer ma manière de plonger. Et du coup, c'est aussi une forme de résilience, en fait. Mmh. C'est ce que j'ai fait moi après un échec, notamment assez cuisant en 2015, où j'ai véritablement changé ma manière de plonger grâce à une capacité d'analyse aussi, de ce qui s'était passé. Donc en fait, dans cette méthode, il y a vraiment, il faut faire la différence en fait entre, l'environnement qu'on peut changer et l'environnement qu'on ne peut pas changer et Mmh. donc si l'environnement ne peut pas le changer, finalement, Oui, c'est à nous de nous adapter et oui, donc de changer notre comportement et la façon dont oui, on peut vivre, oui, heu, dont oui, on peut vivre ça. Donc ça, c'est complètement. vraiment la méthode que toi tu utilises pour, Oui. pour puiser, c'est là où tu puises en fait ta force mentale, au quotidien. Alors oui, alors c'est pas simplement se dire, je dirais comme une méthode de la positivité, je vis une Mmh. situation très difficile, c'est compliqué, mais non, tout va bien. Non, Mmh. c'est pas ça, c'est pas simple comme ça. Il faut une gymnastique mentale. Mmh. On oriente ce regard en fait entre différentes choses, entre le futur et le présent, entre soi et entre autrui, en respectant des règles ou en ayant un cadre un peu plus, ouvert, je dirais. Donc il y a quand même une gymnastique mentale à apprendre. Mmh. C'est pas simple, c'est pas de la méthode Coué, quoi, voilà. Ouais, ouais. Il faut pas, renier ses émotions, il faut vraiment apprendre à Complètement, vivre avec et voilà, c'est tout tout un à fait, travail tout à fait, à faire sur soi. tout à fait. Hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on y répondra. Françoise me demandait c'était quoi le nom de la méthode, je crois que tu l'avais redit, c'était APTER, Apter, la méthode. A-P-T-E-R, et il y a un site internet qui s'appelle Apter Solutions. C'est issu voilà, d'un psychologue anglais dans les années 70 qui avait beaucoup travaillé sur la théorie du renversement notamment. Et il y a un groupe France, Apter France, qui a joué un très très grand rôle pour
la vulgarisation de cette méthode notamment, donc Apter Solutions. Voilà. Donc, super intéressant, cette méthode. Je pense qu'elle pourra aider pas mal de personnes. Alors, toi, tu interviens aussi en entreprise, donc Oui. pour des conférences, des team building. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans ta discipline ou dans ton parcours dont les entreprises et les salariés peuvent s'inspirer pour performer? Je dirais en premier lieu que moi j'ai la chance de pratiquer je pratique une discipline en tout cas, qui fascine et qui effraie en même temps. C'est-à-dire que Mmh. les gens n'y sont pas insensibles. On a aussi des images qui sont assez extraordinaires quand on voit des gens voilà, qui descendent dans le milieu marin, avec des formes, des silhouettes très magnifiques. Les interactions qu'on peut avoir aussi avec la faune sous-marine qui fait toujours appel à l'imaginaire et à l'extraordinaire, je dirais. Et nous, en fait, les apnéistes, on nous prend soit pour des extraterrestres ou bien des fous furieux, en fait. Mmh. Alors qu'on a quand même une pratique très réfléchie, je dirais. On est très axé sur les sensations. C'est véritablement un sport maintenant dans lequel on fait des choses bien cadrées. Et ces sensations, en fait, elles sont très différentes de celles vécues, malgré tout, dans les sports extrêmes, comme le surf, le ski, le base jump, les courses motorisées. On n'est pas du tout sur des dimensions où le corps il est hyper activé, avec un rythme cardiaque très haut, une décharge d'énergie intense, une sécrétion d'adrénaline voilà, très forte, avec des sensations très très puissantes, mais sur une activation très forte. Nous, en fait, on rentre plutôt dans une certaine léthargie. C'est-à-dire que notre corps et notre esprit sont au ralenti et on ne fait qu'un avec l'eau et la pression hydrostatique. Mais il n'empêche que notre somesthésie, c'est-à-dire nos sensations liées à la pression tactile, notre corps dans l'espace et tout ça sont complètement bouleversés, complètement surstimulés et on vit des choses très très puissantes et très agréables quand on est sous l'eau. Et c'est toujours fascinant en fait de partager ça avec les gens, hormis bien évidemment un processus sportif quand on va vers une compétition et des succès. Comment est-ce qu'on s'y est pris en termes d'entraînement, de planification, de patience, de résilience quand il y a des échecs, bien sûr. Mais du coup, on a aussi la discipline en elle-même qui a à travers elle des caractéristiques très intéressantes. Et moi, au final, je reviens un peu sur cette méthode Apter. En fait, elle a été une révélation pour moi suite à un échec cuisant en 2015 parce qu'elle était à l'origine en fait un peu d'un travail entamé tout de suite après, dès l'année janvier 2016, pour aboutir à l'excellence en 2019 avec des étapes intermédiaires aussi très riches jusqu'à cela. Et je propose en fait souvent des conférences comme celle-ci avec le coach mental qui me suit, avec Frédéric du coup, en ping-pong sur des journées entières de formation ou des interventions plus courtes en fait. Et on mêle l'expérience de terrain et la méthode éprouvée en fait, la méthode Apter en fait qui s'appuie sur la théorie du renversement psychologique, donc c'est une théorie validée scientifiquement par des ouvrages et des articles scientifiques. Et ça reste très attractif pour les entreprises. Alors après, j'interviens aussi à titre individuel sur des notions, sur la méthode Apter aussi, mais sur des notions de dépassement de soi, des parallèles entre la sécurité et la performance, parce que oui, il y a une prise de risque aussi dans mon activité. Donc voilà, un petit peu ce que peut apporter voilà, la discipline de l'apnée dans le milieu d'entreprise. Tu nous parlais que tu avais vécu un échec cuisant il y a quelques années. Est-ce que tu penses que c'est particulièrement le sport qui t'a aidé à surmonter cet échec, cette difficulté? Alors je pense que cet échec, voilà, ça s'est passé en compétition, un championnat du monde, où j'étais moi très, très préparé physiquement et mentalement et suite à des erreurs en fait de l'organisateur, voilà, un drame se produit et je suis très affecté par ce drame-là et je perds en fait complètement ma capacité en fait de performer, alors que j'étais vraiment très, très prêt et au final, heu est-ce que l'activité sportive en elle-même, grâce à toutes ces émotions très fortes vécues, le chemin parcouru
pour parvenir en fait à des succès ou en tout cas parvenir à ce que l'on souhaite lors de ces compétitions? Je pense que oui, parce que, les émotions, voilà, que l'on vit et ce que l'on entreprend au quotidien quand on se prépare pour les compétitions ainsi, font vivre des choses très fortes et très Mmh. puissantes. L'investissement que l'on peut avoir, donc moi voilà, j'investis vraiment une grosse partie de mon temps là-dedans, de ma vie, je dirais. Donc je pense que c'est un excellent moyen, oui, à un moment pour aider à surmonter la difficulté et développer des notions comme la résilience dont on parle aujourd'hui. Mmh. Donc on arrive bientôt à la fin de l'interview, ça passe très vite. Mmh. Est-ce que, tu aurais des conseils simples et pratiques, pour toutes les personnes qui nous regardent, pour développer son mental d'acier au quotidien, sans pour autant se lancer dans dans l'apnée, dans la pratique de l'apnée? Alors, on sait que la respiration, en fait, le travail du souffle, ça apaise, ça relaxe, ça renforce le recentrement sur soi, du coup. Et à un moment, quand on est dans la pleine conscience de sa respiration, bah, on devient aussi dans la pleine conscience de son fonctionnement. Mmh. Parce que l'on va du coup, être, dans le ressenti interne, intime de ce qui se passe à travers la respiration. Et on va oublier un petit peu tout ce qui nous préoccupe au quotidien. Donc je dirais que, au quotidien, à un moment, lorsque on est un petit peu surmenage et qu'on en a besoin de s'extraire un peu de ce qui se passe, bah, on n'est pas forcément obligé de couper 1 heure et d'aller courir dans la colline parce que parfois c'est pas possible par rapport au Mmh. travail qu'il y a à abattre, je dirais. Par contre, on peut prendre un petit recul de 5 ou 10 minutes, très simple, et se centrer sur sa respiration. Alors si on est dans un endroit calme, bah, c'est très bien parce que du coup, on va du coup, ne pas être dérangé par des éléments perturbateurs. Si on ne l'est pas, bah, on peut essayer, voilà, de se déplacer si on peut pendant 5 10 minutes et de trouver, voilà, ces petits endroits dans lequel vous allez pouvoir, ne pas avoir de bruit, vous centrer vraiment sur votre respiration et développer un rythme très simple qu'on appelle le rythme 1-2. C'est-à-dire que vous allez respirer pendant un temps et expirer pendant 2 temps. C'est-à-dire, par exemple, si vous inspirez pendant 3 secondes, vous allez expirer pendant 6 secondes. Donc, vous allez allonger votre temps d'expiration. Et en étant ainsi très focalisé sur les sensations, sur votre air qui pénètre à l'intérieur de vous, sur ce souffle en fait maîtrisé, parce que c'est vous qui impliquez en fait un rythme à cette respiration naturelle qui n'a pas besoin d'un rythme puisqu'elle fonctionne toute seule, et ben vous rentrez en fait dans la pleine conscience de votre souffle, vous rentrez sur l'attention portée sur les sensations internes que vous vivez grâce à cet air qui pénètre à l'intérieur de vous, qui ressort et qui apaise en fait énormément votre organisme, abaisse votre pression artérielle, abaisse votre rythme cardiaque. Et simplement comme ça, pendant 5 minutes, même pas besoin d'aller jusqu'à 10 minutes, posé par exemple sur une chaise ou allongé dans un coin, si voilà, ça ne dérange pas, je dirais, le reste de l'équipe, euh, prendre ce petit temps-là permet simplement de, un moment, libérer ses tensions. On se relève, on se remet debout, on rejoint sa place et on se remet au travail. Et pendant un petit moment, on a pris la pleine conscience en fait de sa vie et de son existence physiologique, de qui l'on est, et ça fait beaucoup de bien. Donc c'est tout petit, ça va pas, c'est pas ça qui va vous sortir, je dirais, de la dépression ou quoi que ce soit. Attention, mais dans un moment de surmenage, ça peut être bien simplement d'avoir ce petit temps de recul et de pleine conscience de sa respiration. Alors, est-ce que alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce Ouais, que tu pourrais nous faire une petite démonstration, comme on avait dit au début, oui. de cet exercice de respiration? Alors, peut-être que chez vous, vous pouvez le faire, si vous êtes au bureau, si vous pouvez vous mettre dans un endroit calme. Sinon, vous pourrez le regarder en replay, bien évidemment, et refaire cet exercice. Juste, voilà, il y a une petite démonstration d'exercice de respiration, par Morgane que vous pouvez suivre. Je vais te mettre en grand sur l'écran, comme ça Ouais. on verra mieux. Alors très simple, hein, rien de sorcier. J'essaie de respirer par le nez, pour garder l'humidification de mon air et puis, heu, aussi beaucoup plus apaisant en fait que respirer par la bouche. Je suis assis sur mon siège, voilà, bien droit, sans tension au niveau du dos, au niveau des épaules, les jambes décroisées, les mains sur les genoux tranquillement et puis je peux fermer les yeux pour mentaliser encore plus et je vais par exemple inspirer calmement, plutôt par le ventre, respiration abdominale plutôt que par les poumons. La respiration abdominale est beaucoup plus apaisante et je vais respirer pendant 3 secondes et expirer pendant 6 secondes. Donc en même temps que je vais faire ça, je vais vous, faire un décompte avec mes doigts, tout simple, pour pouvoir en fait suivre cela.
Donc, j'ai pris l'exemple de 3-6, mais ça peut être du 4-8, ça peut être du 2-4, ça peut être du 5-10 si l'on veut. Le principe, c'est de respecter tout simplement ce rythme 1-2 et d'allonger l'expiration. Donc, je me pose tranquillement, je ferme les yeux, je respire calmement. Et puis, je vais partir. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je continue en fait ce rythme ainsi. Donc moi, je l'ai fait en comptant et en parlant justement, mais le fait de le faire sans avoir à faire cela serait beaucoup plus, je dirais intense et reposant pour moi. Mais voilà, c'était une démonstration. Mais le but, voilà, c'est de vraiment allonger son souffle, de pas fonctionner dans les extrêmes. Vous m'avez pas vu inspirer très fortement et expirer très fortement aussi. Non, j'ai simplement augmenté un tout petit peu mon volume courant, donc j'ai inspiré un tout petit peu plus fort que la normale quand je suis au repos et expiré un tout petit peu plus fort, mais je suis resté vraiment dans des choses très raisonnables. Et voilà, le simple fait d'allonger ce temps et d'allonger l'expiration, bah, permet un relâchement, permet de concentrer aussi son attention sur ce souffle, sur l'air qui frotte à l'intérieur de vous, dans toute votre tuyauterie, je dirais, votre nez, vos fosses nasales, vos bronches, votre trachée, et d'être hyper concentré sur vous pendant 5 minutes. Et puis après, on se remet au travail, on réouvre les yeux, on se relève, on y retourne. Merci Morgane, j'espère que ça pourra vous aider. Alors, il est déjà 11 heures. Il y a une conférence juste après. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont inscrites à la suivante. Donc, merci beaucoup, Morgane, d'avoir répondu aux questions. Merci à tout le monde de nous avoir regardés. Merci à tous. Merci beaucoup. Magali nous dit que ce webinaire lui donne envie d'en savoir davantage. Morgane Bokis, il a un site web aussi, si vous voulez aller un peu voir ce qu'il fait. Et puis, il a fait pas mal d'interviews aussi sur YouTube. Vous pouvez en voir beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Morgane. Et à bientôt. Merci. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.